Le contenu local à l'épreuve des réalités du terrain, exemple de la société Vinci et la sénégalaise Centra, comment instaurer une économie endogène, quelles réformes économiques avec les nouvelles ressources, gaz et pétrole. Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 21 janvier Aboukan, économiste et vice-président de la FASEC, et Khadim Bamba Diagne, économiste et analyste. L'Air du Temps, de 10h à 11h sur e-radio, avec Alassane Samba Diop. 2024. Merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui professeur Aboukan, économiste vice-doyen de la FASEC, et Khadim Bamba Diagne, économiste et analyste. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. La liste est sortie hier par le Conseil constitutionnel. 20 candidats vont devoir demander les voix des Sénégalais pour que l'un d'entre eux soit élu président de la République du Sénégal. Khadim Bamba Diagne, on a constaté que dans cette liste que Karim Wade a été recalé. Comment l'analysez-vous? Merci beaucoup Alassane. Bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour au professeur Abou, que j'ai connu comme jeune professeur et m'a connu comme étudiant syndicaliste. Donc, c'est un plaisir de partager le plateau avec lui. Alors, je pense que maintenant, la machine électorale maintenant a vraiment commencé avec aujourd'hui les 20 candidats. Ça fait très mal de voir que Karim Wade, qui représente un parti quelque part historique, le PDS, recalé, parce que le PDS n'a pas participé aux élections de 2019, encore 2024. Cela peut avoir un effet négatif sur quelque part l'avenir de ce parti-là. Maintenant, on a choisi les 20 candidats. Je pense qu'il faut que nous soyons républicains, qu'on puisse focaliser quelque part sur ces 20 candidats-là, même s'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir sur le processus électoral. Mais quand même, ce qui est fait, ça fait mal. Parfois, on peut penser que c'est injuste sur certains qu'on a éliminés sur le parrainage et tout. Mais ce qui est fait, il faut que nous quelque part projetons vers 25 février 2024, le prochain président. Essayer de voir maintenant les candidats qui sont autorisés à participer, voir leur programme, leur projet de société, qu'est-ce qu'ils vont proposer au Sénégal, parce qu'on ne peut plus retourner en arrière. Et je pense que ce qui se passe maintenant, c'est il y a 20 candidats, un est en prison, et je demande solennellement au président Macky Sall de lui permettre de participer à la campagne électorale, comme tous les candidats, permettre aux Sénégalais d'avoir une visibilité sur ceux qui veulent conquérir ou bien ceux qui veulent diriger ce pays-là. Quels sont, parce qu'aujourd'hui, Alassane, tout le débat, c'est la proposition des hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes politiques ont pris la tension sociale, économique du pays? Est-ce qu'ils savent où nous sommes, où nous voulons aller? Tout ce que nous vivons avec l'immigration clandestine, avec la pauvreté qui commence à entrer même dans les grandes capitales. Avec vraiment ces situations-là méritent un débat politique très sérieux de haut niveau pour qu'on puisse choisir, parce qu'aujourd'hui avec le développement de la technologie, de l'information et de la communication, les Sénégalais sont devenus très informés. L'information est là. Maintenant, il faut qu'on les aide à bien choisir leur prochain président. Oui. Aboukan, 20 candidats pour une présidence. Est-ce que vous pensez que ces 20 candidats peuvent, avec la campagne électorale, poser un débat économique pour le Sénégal? Merci Alassane. Bonjour à mon collègue Khadim Bamba. J'ai le plaisir d'écouter et de suivre dans ces différentes interventions, ces contributions. Bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Oui, la liste des candidats, tout le monde l'attendait, je pense, au Sénégal. On a une vingtaine de candidats, 20 candidats exactement. Ça peut être un avantage du point de vue de la pluralité des avis et des propositions, mais ça peut aussi être un handicap du point de vue de l'organisation, aussi bien sur le plan financier que sur le plan purement organisationnel. Parce que, rappelons-nous qu'à mon avis, l'élection la plus catastrophique que le Sénégal ait pu organiser, c'est celle de 2017, avec les élections législatives, où il y avait presque une cinquantaine de listes. L'administration n'y était pas bien préparée. Bon, cette fois-ci, on espère que déjà, comme il y avait plus de 200 candidats qui s'étaient déclarés, 90 ont déposé. Après le filtre, il y a 20 candidatures ou 20 candidats retenus. Bon, j'espère que l'administration a déjà pris les devants
pour pouvoir organiser de bonnes élections. Maintenant, du point de vue des propositions, surtout sur le plan économique, je pense que le fait d'en avoir 20 peut quand même nous valoir certains débats intéressants si les acteurs politiques jouent le jeu. Parce qu'ici au Sénégal, malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui n'acceptent pas les débats contradictoires, qui préfèrent, disons, faire des déclarations en solo, sans pour autant être confrontés à d'autres candidats comme eux. Ce n'est pas une tradition chez nous et je pense que les médias ont un rôle important à jouer. Les médias et la société civile ont un rôle important à jouer pour instaurer ce type de débat-là, surtout sur le plan économique. Oui, ça nous permet, Khadim, d'aborder les questions économiques qui attendent les Sénégalais. Le Sénégal a voté le contenu local. Tout récemment, nos confrères de témoins ont sorti un article en disant qu'il y a une société française dans le BTB qui s'appelle Vinici et qui a pratiquement ruiné une société sénégalaise qui s'appelle Centra à travers des pratiques qui font que Centra a été complètement exclu alors que la loi instaure le contenu local. L'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout derrière. En fait, le contenu local, c'est une loi qu'on a mis en place parce que on essaie d'apprendre les bonnes pratiques, surtout des pays africains. Le Nigeria l'a instauré en 2010, le Ghana, je pense, en 2013. Mais le problème du Sénégal, c'est que la stratégie qu'on devait mettre en place, pour moi, pour que ce local content fait sens, c'est de voir les pays qui ont réussi avec le contenu local, c'est-à-dire surtout les pays européens, surtout l'Angleterre, parce que ça a commencé avec les Anglais, quand les Américains exploitaient le pétrole à la mer du Nord. Les Anglais se sont dit qu'on ne peut pas exploiter le pétrole, mais on peut créer des sociétés satellites pour travailler avec les majors. Et donc, ce que les Anglais avaient réussi. L'idée pour moi, c'était, au Sénégal, d'habitude, le contenu local, je pense que ça se limite jusqu'à présent au Sénégal sur les ressources naturelles, sur le pétrole. Alors, on a mis le contenu local avant même l'exploitation du pétrole. Mais pour moi, là où il y a une erreur, c'est ce manque d'état stratège qui évalue les besoins des entreprises pétrolières et qui essaie de satisfaire ces besoins-là. L'année passée, je n'ai pas encore exploité le rapport de l'ITIE de cette année, mais l'année passée, les besoins de ces entreprises étaient tournés autour de 1800 milliards. Il n'y a que 280 milliards captés par des entreprises sénégalaises. La réflexion devait être ces 1500 milliards de besoins de ces entreprises-là, comment faire pour les capter? Alors, s'il y a des entreprises dans le domaine, que l'État les coach. S'il n'y a pas d'entreprise, que l'État crée les conditions pour avoir ces entreprises-là. Et je pense que dans la loi, on a permis aux majors de pouvoir contourner la loi. Parce que quand on dit aux majors que si ce que vous voulez, vous ne le trouvez pas dans le pays, vous pouvez le chercher ailleurs. Mais dans les contrats, là, écrire quelque chose que vous savez très bien que vous ne pouvez pas le trouver au Sénégal, c'est quelque chose de très simple. Aujourd'hui, dans toutes les compagnies, même la sécurité est assurée par des entreprises étrangères. Et là, pour moi, ce n'est pas au Sénégal de mettre en place un contenu local et de dire aux entreprises maintenant, on a mis le contenu local, les 50% vous appartiennent. Allez-y, non. Nous n'avons jamais exploité du pétrole. Nous ne savons pas quelles sont les entreprises, quels sont les besoins d'approvisionnement des entreprises qui sont dans le secteur. Nous n'avons pas aussi formé, par exemple, à l'université. Quand on exploite du pétrole, mais on doit sentir le changement dans la formation des étudiants. Je pensais un État qui dit que chaque année, je veux au moins 100 juristes experts au pétrole, 100 économistes du pétrole, 100 économistes de l'environnement, 100 ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que créer une batterie d'étudiants pour que dans 2 ans, 3 ans, que ces étudiants-là puissent servir dans ces exploitations du pétrole-là. Parce qu'une fois que maintenant, dans le top management, vous regardez les entreprises qui sont au Sénégal, dans le top management, il y a 860 à 870 qui travaillent dans le top management des entreprises qui sont dans le secteur pétrolier. Les 400 sont des étrangers. Les 400. Et quand vous voyez maintenant la main-d'œuvre, 10 500, sur les 10 500, je pense qu'il n'y a que 400 qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'on nous laisse quelque part la main-d'œuvre, mais le top management est toujours contrôlé par ces entreprises-là. Et la réponse de l'État, c'était de commencer à former des jeunes qui vont occuper ce top management-là avec leur patriotisme, qu'on puisse voir
identifier les besoins des entreprises. Parce que tant qu'on n'a pas identifié les besoins, on a ouvert un boulevard aux entreprises, aux majors, toujours d'ajouter une petite phrase pour dire que Alassane Samba Diop, là tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas ça, donc je suis obligé de le chercher à l'étranger. Parce que ces entreprises-là ont l'habitude de travailler avec d'autres entreprises dans leur chaîne de valeur, et donc elles préfèrent venir avec leur portefeuille relationnel. Et c'est pour moi, tant que l'État du Sénégal ne porte pas ce combat-là pour capter des marchés, je pense que ce n'est pas le secteur privé national qui peut gagner les marchés. Professeur Boukane, est-ce que l'inexpérience et le manque de formation est un préjudice pour les entreprises sénégalaises? Oui, Alassane, ça peut bien être un préjudice. D'ailleurs, il faut préciser qu'on a une loi sur le contenu local qui date de 2019 seulement. Donc, c'est assez récent. Sur le secteur des hydrocarbures. Maintenant, il y a plus tard, 2 ans après ou l'année suivante, il y a une autre loi sur le contenu local qui concerne le secteur minier. Donc, le Sénégal a 2 lois sur le contenu local, sur le secteur des hydrocarbures, le secteur minier. Alors, pour le cas que vous posez de Vinci et de Centra, je pense, bon, c'était pour la construction d'un barrage, Sambangalou, voilà, un barrage hydroélectrique. Ok. Maintenant, je ne sais pas trop, bon, les juristes pourront nous dire, je ne sais pas trop si cela entre dans le cadre du secteur des hydrocarbures et du secteur minier. En tout cas, moi, je ne pense pas. Donc, par rapport à l'application de cette loi sur le contenu local. Mais il faut rappeler que ces lois-là, ces différentes lois sur le contenu local visent justement à encourager le transfert de compétences, ce qui amène le problème de la formation dont vous parliez tout à l'heure, dont Khadim Bamba a parlé. C'est vrai que par rapport aux hydrocarbures, le Sénégal a maintenant un institut national du pétrole et du gaz qui forme quand même quelques experts, mais comme il l'a dit, ce ne serait pas mauvais d'étendre la formation pour avoir une formation plus massive, en tout cas d'individus pouvant travailler dans le secteur. Mais par rapport au barrage, moi je pense que ça entre dans une problématique plus globale que les lois sur le contenu local. C'est d'abord la promotion des entreprises nationales. Okay? Déjà, il faut relever le semblant de paradoxe qu'il y a même dans la qualification des entreprises, parce que souvent quand on parle d'entreprises nationales, c'est entreprises sénégalaises ou communautaires, donc de l'UEMOA. Déjà, ça c'est un réel problème, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est des entreprises qui sont vraiment détenues par des Sénégalais. Il y a aussi les entreprises de droit sénégalais, qui peuvent être donc des entreprises qui sont implantées au Sénégal, mais dont les capitaux sont détenus par des étrangers. Là aussi, c'est une source de certaines fuites. Mais le Sénégal a quand même pensé à cela depuis 2008. Ça, c'était depuis le régime de Abdoulaye Wade. Il y a une loi d'orientation relative un peu à la promotion des PME sénégalaises, n'est-ce pas? Ça, c'était pour permettre aux entreprises sénégalaises de pouvoir participer disons, à l'activité économique en gagnant des marchés et en travaillant avec les entreprises étrangères. Mais pour revenir au cas du barrage, moi je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Peut-être dans les prochains jours on y verra plus clair. Mais il faut d'abord se poser la question du mode de sélection de Centra. C'est-à-dire, c'est vrai, on voit juste sur le résultat, il y a séparation. On dit que Vinci est plus fort, donc a imposé sa loi. Mais comment est-ce que Centra a été déjà sélectionné ou enrôlé dans ce marché? Est-ce que Centra a fait ce qu'on attendait d'elle comme entreprise? Est-ce qu'il y a toutes les capacités, etc. Bon, il faut aussi voir, comme c'est une entreprise de BTP, voir au niveau du Sénégal, lorsqu'on fait le classement des entreprises BTP, est-ce que Centra est la meilleure? Donc, il y a un ensemble de questions qu'il faut se poser, parce que en matière de contrat d'exécution, il faut se dire qu'au début, on a une longue expérience ici au Sénégal. On peut donner un marché à une entreprise qui est incapable de l'exécuter. Il y en a plein. Oui. On donne beaucoup de marchés. À Diamniadio, on en voit bien. Voilà, on donne beaucoup de marchés à des entreprises qui ne peuvent pas. Je ne dis pas que c'est le cas de Centra, mais moi, en tant que chercheur aussi, je regarde ce que dit la presse, sur un sujet donné, mais je fais aussi peut-être des analyses ou des questionnements pour pouvoir comprendre le fond. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et vous prenez l'exemple de beaucoup d'infrastructures ici qui ont été lancées et livrées 10 ans plus tard,
moi je prends juste le cas des infrastructures universitaires. Au niveau du pays, il y a beaucoup d'universités en construction ou d'autres qui ont été livrées récemment, mais dont les travaux ont démarré depuis des années. Donc les gens ont dépassé les délais. Et pour ce cas-ci du barrage, les délais, c'est 48 mois. Donc c'est 4 ans maximum. Et 3 ans, en 3 ans même, les grosses œuvres devaient être livrées. Déjà, le marché, l'exécution du marché a démarré avec du retard. Donc il faut comprendre pourquoi, à quoi est dû ce retard. Est-ce que c'est Vinci, est-ce que c'est l'entreprise sénégalaise ou pas? Et deuxièmement, il faut aussi voir, est-ce que l'entreprise sénégalaise qui a été choisie a les capacités financières? Parce que lorsqu'on vous donne un marché, une avance, il faut pas de l'argent. On vous donne un peu d'argent, c'est vrai, mais il y a forcément une partie où c'est vous-même qui devez préfinancer en attendant. Donc, tout ça sont des questions importantes, je pense, qu'il ne faut pas occulter dans le débat et qu'il faut clarifier pour vraiment pouvoir prendre une position tranchée par rapport à ce débat-là. Avec tout ce qui se passe concernant les entreprises qui s'installent au Sénégal, est-ce qu'il est difficile d'avoir une économie endogène au Sénégal? Comment faire pour l'avoir? Mais non, pour moi, c'est l'avenir. Hein. On ne peut pas continuer à gérer nos économies aussi comme ça. Maintenant, comme l'a dit Abou tout à l'heure, on ne peut pas aussi donner les entreprises comme, je ne dis pas en veux-tu, en voilà, parce que aussi on sait très bien comment ça se passe au Sénégal et le président de la République à Kaffrine, je l'ai entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est comme s'il a dit entre griffes, on ne peut pas donner les marchés aux militants seulement. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que parfois, on voit comment un chef d'entreprise peut donner comment un ministre ou bien un directeur peut donner un marché à quelqu'un parce qu'il fait la politique et qu'il traîne les pieds, il attend à ce que, ainsi de suite. Sans voir si la personne est qualifiée pour le faire, c'est l'entreprise à la moyen de le faire. C'est ça le problème. Donc, tant qu'il n'y a pas de transparence sur comment on octroie les marchés, on va toujours vivre ces situations-là. La deuxième chose aussi, c'est le problème du financement parce que avec l'État, tu préfinances, tu commences. Maintenant, les entreprises vont lever de l'argent au niveau du secteur bancaire. Le secteur bancaire va demander une garantie. Et maintenant, avec l'État, le paiement de l'État, on ne sait pas quand est-ce que l'État va payer, donc avec les pénalités de la banque. Et si la banque a l'expérience de prêter une entreprise qui traite avec l'État, il y a toujours un risque. Ce risque-là va rendre le taux d'intérêt un peu plus élevé. Et les entreprises aussi peuvent voir que le business ne va pas être rentable. Parce que les Sénégalais vont dire que oui, le marché est de temps, mais ne savent pas, quelque part, ce que la banque va gagner sur le marché et le fait que l'État ne respecte pas ses engagements en termes de paiement aussi, les conséquences que cela va avoir. Donc, c'est vraiment tout un package qu'il faut réformer pour permettre aux entreprises locales, aux entreprises nationales de pouvoir gagner les marchés et d'avoir les financements pour quelque part terminer les marchés à temps. Maintenant, je pense qu'on est depuis la Covid où le monde s'est ramassé sur lui-même. Chaque pays maintenant essaie de trouver ses propres solutions pour régler leurs problèmes. Et à partir de ce moment, le Sénégal, aujourd'hui, après, je dis souvent que d'hier, j'ai parlé avec un senior au niveau de la banque qui me disait que Abdou Diouf nous a laissé chacun $89. L'endettement de chaque Sénégalais. Chaque Sénégalais devait $89. Abdoulaye Wade $329. Avec Macky Sall, on est à $1,600. Ça veut dire qu'on est en train de s'endetter, mais le plus important, c'est que l'investissement soit capté par des secteurs qui peuvent générer des emplois plus ou moins, je dis, décents. Mais quand vous voyez les secteurs où il y a vraiment beaucoup de Sénégalais, c'est-à-dire le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie même au Sénégal, quand vous voyez le ministère de l'Industrie, l'informel, vous voyez tous ces 5 ministères-là, leur budget ne dépasse pas 380 000. La somme de ces budgets-là est inférieure même au budget du ministère du Transport qui est de 550 milliards, au budget du ministère des Forces armées qui est de 550 milliards, au budget du ministère des Mines, ainsi de suite. Ça veut dire que là où se trouvent presque tous les Sénégalais, où on devait réfléchir sur comment créer les chaînes de valeur pour avoir le maximum d'emplois à l'intérieur du Sénégal, l'informel, comment essayer de mettre en place des stratégies pour les formaliser avec beaucoup d'intelligence, l'industrie de transformation entre le secteur primaire et le secteur secondaire.
pour moi, tout ce débat-là, c'est ce que j'attends même des hommes politiques. Comment faire pour que cette remontée de filière, que tout le monde parle du secteur primaire au secteur secondaire, l'investissement que l'État doit faire pour permettre à ces entreprises-là d'avoir des pistes de production, parce que l'infrastructure, c'est extrêmement importante, mais il faut que l'infrastructure soit, entre guillemets, économique, permet à une région de pouvoir acheminer des produits primaires ou bien des produits à transformer, et ainsi de suite. Maintenant, cette construction de chaînes de valeur qu'on doit faire et que l'infrastructure doit accompagner, l'énergie que nous devons commencer à exploiter, parce qu'aujourd'hui, le fer à Kédougou, on ne peut pas l'exploiter simplement parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup, ainsi de suite. Mais une fois que tu commences à exploiter l'énergie, il faut penser comment à l'exploitation de ce fer-là, avec tout ce que tu peux faire avec ces centrales-là. Et je pense que toute la réflexion aujourd'hui des hommes politiques doivent être à ce niveau, parce que c'est là où se trouvent les Sénégalais. Les Sénégalais se trouvent dans le secteur primaire et dans l'informel. Et donc, quand on veut endogénéiser l'économie, on peut commencer à penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et c'est extrêmement important. Parce que penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, c'est de savoir que voici ce que Abou peut faire, je lui donne. Voici ce que Alassane peut faire, je lui donne. Mais avec une transparence qui dépasse l'ordinaire. Vous allez au Rwanda, ce n'est pas possible que quelqu'un qui n'est pas... Non, mais ce n'est pas... Parce que tous les jours, ce qu'on appelle les papiers jaunes de la présidence, Alassane, vous avez un marché, vous ne devez pas l'avoir, tout le monde le connaît, on arrache le marché, on enlève le ministre à la seconde qui suit. Mais cette façon d'installer la transparence dans la gestion de la chose publique va permettre au pays de savoir que maintenant l'objectif, c'est d'essayer de sortir les plus pauvres dans l'extrême pauvreté. Mais essayer, pour moi, on a besoin de cet État stratège-là, cet État intelligent-là qui prend l'argent. Oui, on a besoin de toutes les infrastructures. Mais il faut qu'on mette de l'ordre dans les investissements que nous faisons dans les infrastructures. Il y a des choses qu'on a besoin, des pistes de production qu'on doit acheminer. Cette voie ferrée-là qui manque dans notre structure économique, qui devait permettre d'acheminer les produits alimentaires de Ziguinchor à Dakar à 2 temps 3 mouvements. Le riz aujourd'hui est cher parce que quand tu parles avec les commerçants, ils te disent que prendre un bateau en Asie avec est moins cher que de prendre de la Casamance à Dakar. Voilà, des camions, tu prends des petits camions qui prennent tant de tonnes, alors que là-bas c'est un bateau qui paye un seul transport. Donc, et ça, ces réflexions-là, un train peut faire 20, 50, 60 camions. Et cette intelligence-là, pour moi, que même les commerçants ont, l'État doit jouer sur ça pour pouvoir créer des emplois à l'intérieur du Sénégal. Est-ce que l'économie au Sénégal, on peut s'appuyer sur nos forces pour développer le pays de façon endogène? Oui, Alassane, le développement endogène, d'ailleurs, c'est ça. Ce n'est rien d'autre qu'un développement qui est basé sur la valorisation des ressources locales, avec maintenant une ouverture intelligente sur l'extérieur. C'est ça le développement endogène. Bon, au Sénégal, on a compris ça, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Pourquoi je dis on a compris ça? Parce que quand vous prenez l'acte 3 de la décentralisation de 2013, ça visait un peu à aussi valoriser les ressources locales en passant par la communalisation intégrale, la départementalisation. Ça, c'est déjà fait, les 2 volets. Mais le 3e volet, c'est ça qui manque, le volet plus économique. Et je pense que récemment, la contribution économique locale qui a été instaurée peut peut-être permettre de faire quelques avancées par rapport à cela. Parce qu'il s'agit de donner aux différentes communes et autres les moyens de pouvoir parvenir à subvenir aux besoins des populations. Chaque localité doit pouvoir mettre en place des politiques qui sont adaptées à sa localité sur le plan économique, surtout en exploitant ses potentialités locales, n'est-ce pas? Donc, cette contribution économique locale apporte un peu plus de ressources aux différentes communes en intégrant déjà la valeur locative. Par exemple, toutes les entreprises qui sont installées dans une commune donnée vont payer la location à cette commune-là. Et ensuite, il y a une mutualisation de certaines ressources qui proviennent de communes plus riches. Donc, les communes un peu moins riches, pour ne pas dire pauvres,
pourront aussi bénéficier de ce transfert-là, parce qu'on va mettre dans une caisse commune et on transfère en fonction de besoin. Donc ça, c'est important pour pouvoir valoriser un peu les ressources locales et passer à un développement endogène. Bon, maintenant, le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans la mise en œuvre que ça se pose. Il y a plusieurs années, bon, on a vu quelques territoires ou communes qui ont voulu lever des fonds, qui ont été bloqués pour des raisons politiques. Donc tout ça, je pense on doit y travailler. Et ce qu'on appelle ici au Sénégal la territorialisation des politiques publiques, c'est ça qui doit conduire vers un développement endogène. Et bon, depuis quelques années, on en parle. Bon, il y a quelques avancées, il faut le reconnaître, qui sont faites, mais jusqu'à présent, on voit que même certains territoires qui sont appelés communes, de manière juste administrative, en fait, n'ont rien d'une commune. C'est carrément des villages, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien du tout. Donc ça aussi, c'est un élément sur lequel on doit insister pour pouvoir arriver à ce développement endogène-là. Et l'histoire du barrage dont on parlait tout à l'heure peut même jouer un peu un rôle dans ça. Parce que si vous prenez la région de Kédougou, c'est l'une des régions les plus pauvres au Sénégal. Oui. Donc la réalisation de ce barrage-là, hydroélectrique, devait pouvoir permettre, déjà du point de vue de l'agriculture, d'irriguer 50 000 hectares de terres agricoles à Kédougou. Et lorsqu'on connaît tout le potentiel agricole qu'il y a autour de Kédougou, Tambacounda et toute cette zone-là, cela pourrait peut-être contribuer à dynamiser un peu le développement endogène dont on est en train de parler. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure sur la loi d'orientation relative au PME de 2008 qui a été abrogée en 2020 et renouvelée pour l'adapter aux nouvelles normes de l'OHADA. Donc cette loi d'orientation aussi sur les PME peut permettre de favoriser le développement endogène en quoi faisant, en permettant aux différentes entreprises sénégalaises de pouvoir non seulement gagner des marchés de la commande publique, mais aussi de pouvoir travailler avec des entreprises étrangères en sous-traitance pour pouvoir non seulement créer des emplois, parce que c'est ça le nœud du problème. Ça, il faut créer des emplois au niveau local, ensuite, maintenant, pouvoir faire des investissements importants. Et ces investissements-là doivent se faire avec l'appui ou l'accompagnement de l'État. Parce que le secteur privé au Sénégal, on le sait, c'est un secteur privé très, très faible. Et pour même avoir une idée plus précise de nos difficultés à enclencher un vrai processus de développement endogène, vous regardez juste la balance des PMA du Sénégal. Parce que quand vous regardez la dépendance du pays par rapport à beaucoup de choses, sur le plan alimentaire, et sur le plan même des équipements, bon, vous avez une idée de comment est-ce que ce pays-là peut entrer rapidement ou pas du tout rapidement dans un processus de développement endogène. Et pour le cas du Sénégal, on voit que la structure du déficit courant, c'est surtout expliqué par la faiblesse de l'épargne privée. Et comme ces dernières années, l'État connaît des déficits importants, donc ça vient aggraver le problème et rendre plus difficile donc, le processus de développement endogène. Donc l'un dans l'autre, il faut vraiment beaucoup de travail, à la fois de la part de l'État pour réduire ses déficits et autres, et aussi du secteur privé pour être compétitif et pouvoir attirer des investissements pouvant permettre d'avoir au niveau des différentes localités ou des différents territoires de véritables, pas de champions, parce qu'on ne peut pas rêver d'avoir tout de suite des champions au niveau des territoires, mais au moins des entreprises dans les différents pôles. Par exemple, on ne peut pas avoir dans les 14 régions de bonnes entreprises, mais ce serait pas mal d'avoir dans le pôle sud une entreprise vraiment bien connue, très forte, dans le pôle nord une entreprise bien, etc., dans le pôle ouest. Donc au niveau des pôles régionaux, si on a dans chaque pôle une entreprise bien connue, forte, qui crée beaucoup d'emplois, qui gagne beaucoup de marchés, qui les exécute, mais ça peut créer beaucoup d'effets d'entraînement au niveau local, parce que si on prend le pôle sud, c'est des régions Casamance, Kolda, donc même si l'entreprise est installée à Ziguinchor, ça peut avoir des effets d'entraînement sur Kolda, sur Sédhiou. Donc c'est comme ça
qu'il faut enclencher le développement endogène, à mon avis. Mais beaucoup de Sénégalais parlent de gaz et de pétrole, des ressources qui arrivent. Il y a beaucoup d'espoir. On a vu tout récemment le GT avec la Mauritanie, l'échéance encore repoussée. Mais quelles sont les réformes qu'il faut faire dans le secteur pour permettre au pays vraiment d'enclencher son développement? Alors, pour moi, le grand problème c'est pour cela que, comme l'école que Abou parlait tout à l'heure, que l'État avait mis en place, je pensais que l'État devait encore mettre en place d'autres écoles qui vont s'intéresser sur la gestion économique, financière et juridique de l'exploitation du pétrole. Mais pour moi, on n'avait pas besoin de former des manœuvres pour les plateformes. Ça, c'est peanuts. C'est là où se trouve l'argent, c'est là où les top management discutent. Et si dans tous les pays du monde, ce qui donne des ressources, ce n'est pas l'exploitation du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est la chaîne de valeur. C'est la chaîne de valeur. C'est la chaîne de valeur. Et l'énergie que tu vas avoir à moindre coût. Aujourd'hui, j'attendais que le Sénégal mette en place une nouvelle compagnie de raffinage pour pouvoir raffiner le maximum de pétrole possible. La deuxième chose qui me semble être extrêmement importante, parce que dans le monde des affaires, les investissements directs étrangers sont attirés par deux choses. Par du pétrole, de l'énergie disponible à moindre coût, une fiscalité aussi révisée, plus ou moins faible. Parce qu'une fois que vous avez ça, les entreprises vont venir. Et le Sénégal qui réfléchit sur l'utilisation ou la création de la chaîne de valeur sur le pétrole, et le Sénégal qui devait commencer à penser sur le raffinage du pétrole. SAR ne peut pas raffiner tout le pétrole que nous allons... Maintenant, est-ce qu'on va dire que oui, SAR va augmenter ses capacités, ou bien on doit, comme l'a dit Abou tout à l'heure, territorialiser les politiques publiques, et je vais même plus loin, territorialiser la croissance économique, permettre à certains pays, certaines régions du Sénégal, de pouvoir capter des ressources pour créer quelque part des industries dans des régions locales pour créer des centres de développement au sud. Mais vous ne pouvez pas avoir à Tamba l'or, le fer. Je pense que, je ne sais pas les gazoducs comment ça se passe, mais une fois qu'on peut amener l'énergie jusque là-bas, moi je me dis que tant qu'on n'exploite pas ce fer-là, il faut qu'on comprenne que ce fer-là nous permet de faire beaucoup de choses dans ce pays-là. Rien que l'utilisation du fer en voie ferrée qui ceinture le Sénégal, ça dit que ça peut permettre au Sénégal d'acheminer du matériel, de la marchandise d'une région à une autre. Et le professeur Makhtar Diouf nous enseignait en troisième année que Ziguinchor est plus riche que Tambacounda, mais Tambacounda n'a jamais demandé son indépendance parce que le train passait par Tamba. Mais parce que le fait que Ziguinchor, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bateau, c'est pour cela qu'il pensait qu'il est coupé du pays. Il est coupé du pays. Maintenant, on a pour moi une possibilité. J'ai acheté à Amsterdam une mangue à 6 euros. Une mangue à 6 euros. Vous allez à Ziguinchor, vous voyez les mangues qui poussent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en fait des voies d'acheminement de ces produits-là. Et je pense que c'est là où l'État doit réfléchir au lieu de penser les ressources du pétrole. Parce que le pétrole nous a apporté l'année dernière 200 bon, les ressources minières, même toutes les ressources minières, 230 milliards. Cette année, je pense que c'est 243 milliards. C'est pas beaucoup d'argent ce qu'on tire des ressources. Mais ce qu'on peut gagner sur les ressources, c'est la baisse du coût de l'énergie, parce que le coût de l'énergie est un facteur extrêmement important pour l'entreprise. Une entreprise qui voit ses coûts de l'énergie diminuer, c'est un fait incitatif pour lui permettre d'augmenter sa production. Et donc, il y a beaucoup de majors. Aujourd'hui, on est dans l'espace CEDEAO, presque 450 millions de consommateurs. Maintenant, une entreprise qui produit au Sénégal et qui vend dans cet espace-là est une entreprise qui peut recruter, qui peut payer en termes de recettes fiscales, en termes d'impôts sur le revenu, en termes d'impôts sur le bénéfice, des choses extraordinaires. Maintenant, si vous ne jouez pas avec des réflexions intenses sur quel doit être le prix de l'énergie, parce que on ne peut pas exploiter le gaz, le pétrole et ne pas casser par 2 ou même par 3 le prix de l'énergie. Parce que pour moi, tout va se jouer sur ça. Une fois qu'on l'a fait, même si l'État dormait, des entreprises vont venir. Ah, ici, l'énergie coûte moins cher parce que l'énergie est un coût extrêmement important. Alors, vous jouez sur la fiscalité. Vous essayez de voir maintenant, parce qu'il faut qu'on parle si on veut parler de l'économie sénégalaise, qu'est-ce que le Nord propose?
Qu'est-ce que le Sud propose? Qu'est-ce que le Centre propose? Ainsi de suite. Et quels sont les types d'entreprises qu'on doit avoir dans ces zones-là? Et qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça se réalise? Et comment on doit faire pour que l'énergie soit disponible, abondante dans toutes ces zones-là? Pour moi, tant qu'on ne fait pas cette réflexion-là, on va avoir du pétrole, du gaz, mais ce sera comme le Gabon, comme le Nigeria. Le Nigeria, c'est en ce moment que Dangote commence à réfléchir pour mettre en place une raffinerie. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que nous, on doit apprendre des bonnes pratiques des autres, les erreurs des autres. Aujourd'hui, on est en train d'exploiter le pétrole à Guet-Ndar. Ça veut dire que qu'est-ce que vont devenir les pêcheurs? On ne va pas en parler. Ça veut dire que le jour où on commence à exploiter le pétrole, maintenant on va mettre une zone de sécurité parce que là on exploite le pétrole, on ne va pas laisser les molles venir y pêcher parce qu'ils utilisent en fait des briquets, des allumettes, alors que c'est du gaz, c'est du pétrole. Donc il y a un rayon de sécurité, et ce rayon de sécurité là va être la zone la plus stable à haute mer, et donc c'est là où les poissons vont se en fait, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va en faire avec les gens de Guet-Ndar? Ils ne sont que des pêcheurs, ils ne savent que pêcher. Toutes ces réflexions-là, pour moi, c'est des choses qu'on devait faire. Voir ce qui se passe en Norvège, comment ils ont géré leurs pêcheurs. Aujourd'hui, les pêcheurs norvégiens, comme on exploite le pétrole à haute mer, mais l'État norvégien les a aidés à cultiver du saumon. Le saumon, aujourd'hui, fait partie des poissons les plus chers au monde. C'est-à-dire qu'on t'enlève ça, mais on te permet de faire la pisciculture, d'avoir même des poissons nobles, et de permettre de compenser la perte. Et aujourd'hui, pour moi, toute la réflexion devait être à ce niveau, mais avec l'énergie, avec le fer, pour moi, on peut tout faire dans ce pays-là. On parle de la zone de libre-échange continentale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la production de voitures. Mais qu'est-ce que ces entreprises-là cherchent? Le fer, l'énergie. Tu as le fer, tu as l'énergie. Maintenant, pour moi, le prochain président doit linker ces deux-là. Quand on link le fer, parce qu'avec le fer, on peut tout faire. En termes de voies ferrées, maintenant, commencer à réfléchir sur les entreprises. Et c'est là où le local content va faire sens. C'est-à-dire le local content, tu ne vas pas demander à des majors qui ont l'habitude de travailler avec d'autres. Oui, maintenant vous devez travailler avec des Sénégalais. Les majors vont toujours ajouter quelque chose que les Sénégalais ne peuvent pas faire pour donner le marché à quelqu'un. Justement, avec les ressources qui sont attendues, on en parle beaucoup dans ce pays-là. Est-ce qu'il y a des réformes en profondeur pour que ces ressources puissent profiter aux Sénégalais? Oui, effectivement, Alassane, déjà il faut se dire que le pétrole n'a pas développé beaucoup de pays africains. Il y a beaucoup de pays producteurs de pétrole qui produisent même plus que ce que le Sénégal attend, mais qui ne sont pas développés. Donc, le challenge, c'est de maintenir la dynamique de la diversification de notre économie, dans laquelle nous sommes inscrits, nous sommes inscrits depuis longtemps. C'est-à-dire, il ne faut pas entrer dans le piège du pétrole et du gaz. En délaissant l'agriculture, voilà, nous sommes devenus producteurs de pétrole. Il faut continuer à cultiver davantage. On ne s'occupe plus de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Donc les autres secteurs sont importants. Donc ça. Donc le secteur doit bénéficier de cette manne, un investissement dans ces secteurs. Justement, c'est pourquoi d'ailleurs, par rapport au pétrole et au gaz, il y a l'amont et l'aval. C'est-à-dire, ils sont en train de travailler actuellement sur les deux. L'aval, c'est après la production, tout ce qui va avec. Il faut faire en sorte que les ressources que nous tirons du pétrole et du gaz puissent être réinvesties dans les autres secteurs. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que se trouve le Sénégal. Et il faut que cela soit mis en œuvre. Parce que bon, les déclarations, c'est bien. Surtout la mise en œuvre. Mais il faut mettre en œuvre. Ça, c'est le gros problème dans ce pays. C'est le gros problème. Et si on parvient à le mettre en œuvre, je pense que nous bénéficierons de notre statut de producteur de pétrole et notre statut de producteur de gaz surtout. Il faut le rappeler, le Sénégal va produire plus de gaz que de pétrole. C'est un pays gazier. Voilà. Et comme l'a dit Khadim tout à l'heure, l'énergie, c'est le principal problème des entreprises pour leur compétitivité. Donc le fait de devenir producteur de pétrole et de gaz doit pouvoir permettre l'accès à l'énergie à moindre coût. Et donc ça parce que les deux principales contraintes des entreprises, c'est le coût élevé de l'énergie et le problème de l'accès au financement. Oui, parce qu'il y avait un malentendu entre le gouvernement et BP. BP voulait commercialiser directement le gaz sur le marché international. Le gouvernement dit non, il faut le mettre d'abord au Sénégal. C'est ça qui a une brouille entre les deux. Oui, effectivement, parce qu'en fait, on ne doit pas faire comme ce qui se passe avec l'or ou les autres. C'est-à-dire juste les autres ressources exploiter et puis vendre directement à l'étranger. Il faut essayer d'en faire bénéficier aux entreprises locales. Donc, si vous produisez du gaz et du pétrole
uniquement pour exporter, mais ça n'a pas de sens. Ça ne permet pas à un pays de se développer. D'autant plus que les recettes tirées du pétrole là ne sont pas, disons, très élevées par rapport à notre budget, par rapport à notre PIB. Je pense que la première année même, on devait avoir quelque chose comme 60 milliards, première année, parce que pourquoi autour de 60 milliards? Parce que ce n'était pas une production prévue sur toute l'année. Mais est-ce que vous êtes assuré que le Sénégal a pris toutes les mesures pour éviter le syndrome hollandais? Oui. Est-ce que tout a été pris en mesure? Est-ce qu'on est conscient de ça? Moi, je pense que le Sénégal est conscient de ça. En tout cas, si j'en juge par les politiques publiques que je vois, qui sont inscrites dans le plan Sénégal émergent ou autre. Parce qu'on est dans le PAP 3 actuellement, donc la troisième phase du PSE. Et quand vous regardez ce qui est prévu dans les prochaines années, il n'y a rien qui peut faire penser que les investissements dans les autres secteurs vont diminuer ou vont être bloqués à cause de la production de pétrole ou de gaz. Donc ça veut dire que le Sénégal s'inscrit encore dans cette diversification-là, tout en sachant qu'il va bénéficier de nouvelles ressources provenant du pétrole et du gaz. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de déclarations d'intention, parce qu'on a cette habitude-là au Sénégal. On écrit de bonnes choses, on déclare de bonnes choses, de bonnes idées, mais à l'heure de la mise en œuvre, c'est là où le bas blesse. Mais pourquoi la mise en œuvre souvent ne marche pas? Est-ce que c'est dû au choix des personnes qui doivent l'exécuter, ou bien au choix des gens qui doivent surveiller la mise en œuvre, ou bien il y a des incompétences? Oui, moi je pense que c'est un problème global de gouvernance qui se pose. C'est-à-dire, si je dis problème global de gouvernance, c'est que la reddition des comptes parfois n'est pas effective. Ils ne sont pas sanctionnés au Sénégal. Voilà, on vous confie des choses, on ne vous évalue pas. Très souvent, c'est comme ça. L'évaluation ou l'efficacité de quelqu'un se juge de par peut-être son poids politique ou ses différentes relations avec certaines familles maraboutiques. Des choses. Ici, on se connaît, on est au Sénégal. Et il faut rompre avec tout ça et maintenant entrer dans l'ère vraiment de la promotion de la compétence. Moi, à mon avis, c'est là où le Sénégal doit faire des efforts. Mais sinon, sur le plan vraiment de la conception des politiques publiques, je pense que le Sénégal est conscient qu'il faut continuer la diversification de l'économie, même lorsque la production de pétrole et de gaz va commencer. Ouais, est-ce que le défi, justement, c'est pas cette réduction des comptes, cette gouvernance de gérer l'argent du pays? Est-ce que le prochain président doit être conscient qu'il doit surveiller l'argent des Sénégalais, lutter efficacement contre la corruption, mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut? Mais oui. La réduction des comptes et l'évaluation aussi des politiques publiques. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on n'évalue pas. Mais pourquoi Tu ne comprends même pas. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on n'évalue pas, parce que quand on évalue, l'idée ce n'est pas simplement de dire que oui, il n'a pas bien fait, ou il a bien fait, mais l'évaluation nous permet de savoir quelles sont les erreurs à rectifier pour une prochaine fois. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'au Sénégal, la Cour des comptes maintenant, c'est comme si vous êtes dans le parti au pouvoir, vous êtes immunisé, vous ne pouvez pas être arrêté, ainsi de suite, vous avez cette liberté de faire... Le dossier de la Covid est là. Hein? Oui, et c'est malheureux, c'est dommage qu'on ne va pas en parler. Après, s'il y a alternance, l'autre président va les emprisonner. C'est ça le problème au Sénégal. C'est-à-dire qu'on va être maintenant dans oui, on doit l'arrêter, on ne doit pas l'arrêter. Or, c'est l'argent du contribuable. 1 franc du Sénégal, pour moi, si on le met dans un secteur, on doit l'auditer, mais on doit évaluer aussi l'investissement au Sénégal. Au Sénégal, on n'évalue pas. Je pense qu'on devait créer même est-ce que l'une des missions de l'Assemblée nationale, c'est pas aussi de vérifier les politiques publiques? Les députés à l'Assemblée nationale, à quoi ils servent? Mais en fait, c'est que l'Assemblée nationale est très politique. Vous êtes avec le pouvoir, tout ce que vous dites, on applaudit, vous êtes dans l'opposition. À l'Assemblée, c'est clivant, quoi. C'est que vous êtes avec tout. Vous êtes un ministre, on vous protège, voilà, les députés de l'opposition vous attaquent, les députés du pouvoir vous protègent, ainsi de suite. Mais le grand problème, c'est que Ibrahima Sall, je pense, dirigeait une direction comme ça sur l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on évalue les politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, avec tout l'argent qu'on a mis au Sénégal,
Mais l'homo sénégalensis ne s'en sort jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse évaluer. On dit qu'on a mis des milliards ici, on a mis des milliards ici, sur la santé. Aujourd'hui, les dernières études qu'on faisait, quand on a demandé aux Sénégalais leurs préoccupations, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la bonne gouvernance. C'est-à-dire que même la préoccupation des hommes politiques, en fait des populations, parfois les hommes politiques l'ignorent. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup d'argent dans ces secteurs-là. Mais il n'y a pas d'effet sur l'homme sénégalais. En fait, sur on ne sait pas d'où part l'argent. Parce qu'on n'a pas évalué, on n'a pas audité et on n'a pas jugé. Il y a aussi la politisation de l'administration, je pense, qu'il faut. Parce que, je donne un exemple simple. Si vous prenez même la loi de finances initiale 2024, vous lisez le document, mais vous voyez que c'est politique. Parce qu'en fait, en tout cas, il y a une bonne partie où on perd du temps à montrer que Abdoulaye Wade, du temps d'Abdoulaye Wade, c'était comme ça. Avec Macky Sall, c'est comme ça. Du temps d'Abdoulaye Wade, c'était ça. Macky Sall a fait. On fait des comparaisons. Des comparaisons pour montrer le régime, les différences entre les régimes de Wade et les régimes. Et ce qui fait un peu mal, c'est que je suis sûr et certain que 90% des gens de l'administration, en tout cas de l'équipe, des gens, ils étaient là avant, lorsque Abdoulaye Wade était président. Ils ont transhumé. Ils sont encore là lorsque Macky Sall est là. Donc, je pense qu'il faut être vraiment objectif. Mais pourquoi en Dans Côte ce qu'on dit, d'Ivoire même du point de vue de l'analyse de l'endettement dans le document, vous voyez qu'ils évitent de dire qu'on est à 76% de ratio dette PIB. Ils sortent l'administration centrale seulement. On dit que l'objectif c'est d'arriver à... C'est-à-dire, vous sentez, si vous êtes économiste ou vous êtes en tout cas un universitaire qui lit, vous comprenez la manipulation des chiffres. Vous comprenez qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut rendre les choses comme elles sont et puis maintenant laisser les gens analyser. Et ça fait partie des problèmes que le prochain président du Sénégal devra régler. La forte politisation. Chaque Sénégalais a le droit d'appartenir à un parti politique. Donc, il faut qu'on s'entende aussi. On ne dit pas que les gens de l'administration ne doivent pas appartenir à un parti. Chacun a le droit. Mais lorsqu'on fait du travail pour le Sénégal, avec les ressources du Sénégal, il faut être objectif. Mais pourtant, en Côte d'Ivoire, on a vu là-bas les postes des impôts, les postes importants, stratégiques, c'est un appel à candidature. Oui, effectivement, ça aussi, on peut aller... Encore que moi, je n'insiste pas trop sur le mode de sélection. Parce qu'on peut même laisser le président. C'est la même chose à l'université. Vous savez, maintenant, à l'université, le recteur, il est élu. Il n'est pas directement non. Mais on dit aux universitaires qu'il faut, au conseil académique, il faut donner une liste de 3 personnes. Et même pas par ordre de mérite, mais disons par ordre alphabétique. Mais le problème, c'est que même le premier là, il peut même ne pas être choisi. Oui. Le président peut choisir le 3e. C'est pourquoi moi je disais à certains collègues que moi je ne suis même pas d'accord avec ce processus. On devait même laisser le président choisir lui-même le recteur qu'il veut. Ou bien, donc moi, mon problème, c'est pas que le président nomme ou c'est quelqu'un. L'essentiel, c'est qu'on choisisse les gens qui sont compétents et qui peuvent faire le job. C'est tout ce qui est important. Maintenant, le mode, est-ce que c'est appel à candidature? Par exemple, moi, si j'étais président ou ministre des Finances, j'allais pas peut-être aimer qu'on me dise que oui, tu n'as pas le droit de nommer ton DG des impôts ou ton DG des douanes. On peut les laisser nommer. Mais l'essentiel, c'est que par rapport à tous ceux qui sont là, qui sont très compétents, parce qu'on se connaît au Sénégal, aux impôts, il y a des gens compétents. À la douane, trésor ou ailleurs, il y a d'excellents fonctionnaires. Donc, et eux, ils les connaissent mieux que nous. Donc, l'essentiel, c'est de choisir les bonnes personnes. La compétence aussi, Khadim, elle est importante pour faire évoluer un pays. En tout cas, on en a besoin au Sénégal. L'erreur, c'était de demander presque à tous les DG de faire la politique. Il y a beaucoup de DG qui font la politique, ou bien des gens qui pensent que sans politique, ils ne seront pas directeurs généraux. Mais dans tous les postes, comme l'a dit Abou, il y a des gens qui ont prouvé dans leur secteur et qui méritent d'être bien avant. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on change cela, qu'on digitalise tout à l'instant. Il faut qu'on digitalise, que les Sénégalais puissent savoir comment l'autre est nommé, pourquoi il est là, quelles sont ses capacités, quelles sont ses compétences. Mais on voit quelqu'un qui pas, on le nomme directeur, on ne le sait pas, ça veut dire que vous tapez, vous le googlisez, vous ne voyez absolument rien. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter aussi en 2024. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment au professeur Abou Kane, qui est doyen
vice-doyen à la FASEC. Merci à Khadim Bamba Diagne, économiste et analyste. À la technique, Amadissi, micro Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous. Le meilleur de la radio, 98.3.